Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 245. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que vous avez bien dormi, que la semaine a été bonne. On va terminer la semaine en beauté avec un petit mug. Petit mug, j'ai pas beaucoup d'articles, mais c'est des gros articles. Donc j'ai été prudent, j'ai pas mis trop d'articles pour pas qu'on termine à midi et demi. Non, normalement on doit tenir à peu près en une heure et demie. C'est un vœu pieux, mais on le fait tous les matins. De quoi on va parler ce matin? Eh ben, on va regarder ça ensemble. Nous allons parler du Black Friday. Amazon France a accepté de reporter ses promotions d'une semaine. On en parlera un petit peu. On parlera du M1 d'Apple. On voit passer beaucoup de tests. La question qu'on se posera ce matin, mais qu'a fait Intel pendant toutes ces années, hein? Au lieu de jouer, il fallait faire des processeurs. On reviendra sur une vieille histoire, la Batterygate. Apple va payer 113 millions de dollars aux États-Unis. Voilà, c'était une affaire, c'était en 2017, je crois, donc on en reparlera. On parlera du droit voisin, puisque Google signe enfin un accord avec plusieurs médias français. On parlera également de Cédric O qui a démontré l'inutilité de l'anonymat en ligne en en dégainant son VPN au Sénat. Et on terminera avec une grosse tartine. Grosse tartine, j'ai effectivement fait un tweet hier pour parler de ça, qui a été pas mal relayé. Je peux même vous dire, en vous spoilant, je suis cité dans l'article de Numérama. Fantastique. Donc on va parler effectivement de YouTube qui va généraliser la publicité sur les vidéos et garder l'argent des petites chaînes. Ah, salaud. Voilà, justement. On nuancera un peu les propos et on expliquera le pourquoi du comment. Voilà pour le programme de ce matin. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Merci Socedo pour ton Prime. Durée de 2 mois. Eh bien écoute, bienvenue dans la grande famille des contributeurs. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le générique du Kawa pour commencer les news. Et on va parler effectivement du Black Friday. On a parlé d'Amazon. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on parle d'Amazon. Amazon dans la sauce, Amazon boycotté, etc. On avait dit, c'était la semaine dernière, qu'Amazon, a priori, n'allait pas retarder son Black Friday qui devait... Le problème maintenant, c'est que le Black Friday, c'est comme Noël. Ça commence 3 semaines avant, ça termine 3 semaines après. On ne sait plus, mais normalement, ça commençait le 27 novembre. Et a priori, le DG français d'Amazon a accepté de reporter le Black Friday d'une semaine, donc de le commencer officiellement le 4 décembre. Mais parce qu'il y a un mais, si le gouvernement réouvre bien les boutiques pour le 4 décembre. En gros, ça laisse quelques jours au gouvernement. Si le gouvernement ne réouvre pas les boutiques, Amazon déclenchera peut-être son Black Friday avant. Donc, voilà, Amazon ne se la joue pas complètement, genre on n'écoute personne, on fait ce qu'on veut. Ils veulent bien, effectivement... Je pense pas qu'Amazon ait un quelconque intérêt, dans l'absolu, à piquer des parts de marché aux boutiques. De toute façon, c'est déjà fait. Non, je suis un peu cynique en disant ça, mais je pense qu'Amazon, ils sont dans une telle situation, effectivement. Alors, ils couvrent pas tout, et c'est pas tout le commerce. On exagère parfois un petit peu, mais c'est quand même... Ils se taillent la part du lion à travers le monde, dans le commerce. Amazon est dans une situation délicate aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, de l'Europe, pour des positions peut-être un petit peu trop hégémoniques.
Amazon n'a pas forcément intérêt à ce que toute la concurrence disparaisse. Parce qu'ils savent qu'ils s'en sortiront pas. S'ils deviennent trop monopolistiques dans le commerce, ils auront des problèmes. Donc, on ne va pas reparler de ça. Ça fait partie des paradoxes du capitalisme, où on pousse une entreprise à devenir de plus en plus grosse, et puis quand elle est trop grosse, on la découpe en morceaux. Euh, Amazon a 4 as dans son jeu, ils sont gentils d'accepter. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, nul n'est à l'abri non plus d'une trop mauvaise presse, d'une mauvaise réputation. Amazon a quand même du boulot hein, pour redorer son blason. On va pas refaire tous les articles qu'on a fait cette semaine. Mais effectivement, le DG d'Amazon a toutefois précisé que cette décision était à condition que les commerces puissent rouvrir plus rapidement. Effectivement, un certain nombre de pétitions, et on en parlait encore hier, s'ouvrent. C'est vrai que c'est pas génial en com de sortir les sapins de Noël et puis d'avoir une banderole au milieu boycotter Amazon. Même si moi je vous ai dit que cette histoire de boycotter Amazon, d'abord pourquoi que Amazon? Est-ce que Amazon est le seul à présenter des problèmes dans la grande distribution? Enfin là je vais refaire les articles qu'on fait depuis 2 semaines. Je pense que c'est un bouc émissaire idéal parce que c'est le premier de la classe, que c'est un Américain, que Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Donc ça fait une cible parfaite. Maintenant, moi, voilà, si on l'a vu avant-hier, on disait pourquoi une taxe uniquement pour Amazon? Encore une fois, est-ce que la Fnac, est-ce que Cdiscount, ils font pas de la défiscalisation? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? En gros, moi j'ai toujours appris que les lois en France doivent s'appliquer à tous et pas à des individus ou des entreprises en particulier. La loi doit être la même pour tous. Si on commence à faire des lois société par société, c'est plus une république quoi. Ce que j'avais dit également, puisque vous reprenez le boycotter, c'est un peu, enfin surtout quand j'entends un gouvernement ou des gens dans un gouvernement dire boycotter Amazon, j'ai envie de lui dire pourquoi vous n'avez pas encadré Amazon? Pourquoi maintenant il faut passer par la stigmatisation et la culpabilisation du consommateur en lui demandant de boycotter? C'est un aveu d'incompétence. Voilà. Désolé, mais Cdiscount et la Fnac payent leurs impôts. Je ne dis pas qu'ils ne payent pas leurs impôts, mais est-ce que, et je ne dis pas qu'ils le font de manière illégale, est-ce qu'ils n'ont pas également de l'optimisation fiscale? Est-ce que, j'en sais rien. Alors peut-être que toi, tu as les dossiers, moi je ne les ai pas. Je ne connais pas le montage fiscal ni de la Fnac, ni de Cdiscount, ni d'autres distributeurs. Je sais juste, pour avoir bossé dans la distribution, et je ne donnerai pas de nom parce que je risquerais des problèmes, que des grandes enseignes françaises pratiquent avec joie et bonheur des systèmes de sandwich irlandais et d'optimisation fiscale à tout va. Donc ça m'étonnerait qu'Amazon soit le seul à faire de l'optimisation fiscale. Amazon dépasse le cadre d'une société, il a la force d'une puissance étatique. Pourquoi ok, mais pourquoi, par exemple, des mécanismes antitrust ne se sont pas mis en place avant contre Amazon? Oui, oui, Amazon paye aussi ses impôts. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'ils n'en payent pas assez par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font en France. Parce que les lois européennes permettent une optimisation fiscale qu'on peut juger immorale. Hein. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et vice-versa. Amazon paye ses impôts, mais pas assez par rapport au chiffre d'affaires qu'il génère réellement dans le pays, quoi. Les grands groupes font de l'optimisation fiscale et c'est normal, on pourra en discuter, puisque les actionnaires leur demandent. Les actionnaires ne demandent pas littéralement faites de l'optimisation fiscale. Les actionnaires demandent des résultats de plus en plus performants. Et effectivement,
l'ensemble des entreprises, n'importe quelle entreprise, et c'est de la bonne gestion d'entreprise, à mon avis, va chercher pas forcément à payer le moins d'impôts possible, mais à payer de manière optimisée ses impôts. Puisqu'une bonne manière, effectivement, d'augmenter ses revenus en tant qu'entreprise, et c'est le propre d'une entreprise d'essayer d'augmenter ses revenus, bah, c'est d'essayer de dépenser moins. Voilà. On est dans de la logique de bon sens, quoi. Après, on pourrait parler pendant très très longtemps de les entreprises sont-elles morales? Est-ce qu'une entreprise morale peut être profitable? Enfin voilà, c'est des débats presque philosophiques, politiques. On pourrait partir sur le capitalisme, etc. C'est pas notre propos. On n'a pas le temps et on n'a pas les compétences. Donc on va passer à un article suivant. On va parler des puces Apple M1. C'est vrai qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Alors, avant que tout le monde me le demande, on n'a pas prévu, en tout cas tout de suite, de faire des tests sur les 3 premiers modèles qui sont sortis avec la puce M1. On en parlera de la puce M1. Moi, j'attends un peu. Là, on est, voilà, dans l'enthousiasme, les unboxings, on a des benchmarks, oh là là, mais c'est une révolution. C'est une révolution dans un certain sens. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu et on en reparlera. Je pense que la vague de sauce arrive. Ce qu'on peut se demander déjà aujourd'hui, c'est... Et c'est vrai que c'est surprenant, nous, enfin, la plupart des générations qui regardent le mug, on a toujours connu Intel et d'autres fondeurs. Voilà, il y avait les fabricants de puces, puis il y avait les fabricants d'ordinateurs qui achetaient les puces, fabricants d'ordinateurs. Voilà. Comment ça se fait qu'Intel se prenne finalement ce dépassement par Apple dans les performances, dans la consommation, etc. Quels sont finalement... pourquoi Intel se retrouve dans cette position aujourd'hui? On sait effectivement, on le voit aujourd'hui dans les benchmarks, que le nouveau processeur d'Apple pour sa gamme Mac bat sans conteste les puces Intel qui équipaient jusqu'alors les machines Mac. En test de performance et aussi de consommation d'énergie. On peut dire effectivement, comme le dit l'article de ZDNet, la nouvelle puce M1 d'Apple est une puce perturbatrice. Après tout, c'est un produit de première génération qui met une claque à une grande entreprise qui ne fait quasiment que de la fabrication de puces, donc Intel. Mais les mêmes arguments d'ailleurs pourraient s'adresser à AMD ou à Qualcomm. Pourquoi ils n'ont pas sorti leur M1? La première chose qui est assez évidente, c'est que Intel et les autres fabricants de puces sont pas aussi puissants qu'Apple, notamment en termes de cache. C'est-à-dire que Apple a mis énormément d'argent en recherche et développement pour cette puce M1 parce qu'ils ont beaucoup de cash. Et là, pour le coup, ils ont bien dépensé leur cash. Le boost, je serais curieux de voir effectivement les dépenses d'Apple cette année et de l'année dernière et depuis 3 ans, mais je pense qu'il y a un beau boost dans la recherche et développement. Cet argent, ainsi que l'accent mis sur la fabrication d'une seule puce, parce que n'oubliez pas, c'est une particularité quand même. On a la même puce dans 3 ordinateurs. C'est rare qu'on ait ça quand même. Fabrication d'une seule puce a également permis à Apple de faire un chèque à TSMC, qui fabrique pour eux la puce M1, avec notamment la gravure 5 nanomètres. Mine de rien, cette taille de gravure permet aussi le M1. L'architecture à 5 nanomètres a été la pierre angulaire de la réalisation de la puce Apple M1. En parlant de TSMC, l'entreprise entretient une relation étroite avec Apple depuis que Samsung a été écarté de la fabrication de puces de l'iPhone en 2014, avec la puce A8 de l'iPhone 6. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Apple a profité de toute son expérience autour des iPhones et des iPads sur ces puces ARM. J'en profite d'ailleurs, ceux qui m'ont souvent repris quand je dis puce ARM, si vous regardez des youtubeurs américains, dont Linus Tech Tip, lui dit processeur ARM.
Donc, je veux bien dire ARM, mais ne pouffez pas si je dis ARM. Les Américains disent ARM. Voilà. Voilà, petite parenthèse lexicale. Donc c'est vrai qu'Apple a quand même une bonne expérience de cette puce, et c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est vraiment un signe des temps, que l'évolution de plateformes mobiles comme d'un smartphone ou une tablette donne aujourd'hui naissance à des ordinateurs. On a toujours raisonné de manière inverse que l'ordinateur était un peu le roi de l'informatique et que les autres devices en découlaient d'une certaine façon. Et quand Apple a lancé son premier iPhone, c'était une fierté pour Steve Jobs de dire que ça faisait tourner macOS comme un ordinateur. On est complètement à l'inverse aujourd'hui. C'est parce que là-bas, ils aiment les armes. Ouh là là, mouik mouik. Manger un clown ce matin. Il y a le fait que Apple et Intel exercent en fait des activités complètement différentes. Intel fabrique principalement des puces pour les fabricants de PC et Mac. Le Mac est un PC, on ne va pas revenir sur ce débat, puisque c'est un personal computer. Et ce n'est guère un secteur à forte marge. Effectivement, vendre des puces, tu ne fais pas énormément de marge sur la vente de puces. Apple, en revanche, fabrique des produits qui génèrent des marges bénéficiaires élevées. On connaît le sacro-saint 30% de marge qu'Apple applique quasiment, même si les choses ont tendance à changer aujourd'hui, mais quasiment à tous ses produits. Intel doit se satisfaire d'une industrie qui ne se contente pas d'exiger des composants bon marché, mais qui n'est pas en mesure de payer beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'est pas évident que si Intel avait développé les puces M1, on serait prêt à les payer à Intel. AMD, du coup, comme tous les fabricants de puces, s'est concentré sur des petites améliorations progressives, d'année en année, des petites modifications, un petit peu plus de puissance par-ci, un petit peu plus de puissance par-là. Dépenses d'investissement, tu veux dire en recherche-développement? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les dépenses d'investissement, c'est les dépenses en recherche et développement d'Intel et d'Apple. Et effectivement, du coup, ça a créé beaucoup de friction entre Intel et Mac. En gros, Intel n'allait pas assez vite sur ses puces et ne proposait pas des modifications suffisamment importantes pour Apple. Et ça fait plusieurs années qu'on sent qu'il y a une friction. Apple en a marre d'être obligé d'utiliser des puces Intel parce qu'il les trouve en retard, en fait. Intel a tout inventé. Mais c'est pas forcément parce que tu as inventé que tu dois gagner. Hein. Ça, on aimerait bien dans un monde juste de dessin animé, mais l'inventeur n'est pas toujours celui qui bénéficie. Hein. Il y a l'histoire de la dette technique, hein, tu as tout à fait raison, cardinal de Richelieu. Et effectivement, beaucoup de choses sont passées entre les deux sociétés depuis que les Macs sont passés aux puces Intel. Un changement aussi important, complexe et coûteux ne va pas se faire sur le devant de la scène médiatique. Effectivement, on n'était pas derrière les portes, mais ça devait gueuler un petit peu entre Mac et Intel. C'est une évidence aujourd'hui, Intel, pour l'instant, il continue à vendre des puces. Apple n'a pas fait tabula rasa de toute sa gamme. On peut encore acheter des Macs avec des puces Intel, mais c'est clairement le champ du cygne. Apple part sur une nouvelle voie et ne rachètera pas des puces à Apple. En fait, si on veut vraiment répondre à la question qu'est-ce qu'Intel a fait toutes ces années, ils ont fabriqué des puces pour une industrie qui est principalement sensible au prix et où de minuscules améliorations progressives ont suffi à rendre tout le monde content et heureux. L'industrie achetait le nouveau processeur Intel où il y avait des petites modifications.
Que ça soit d'ailleurs les utilisateurs finaux qui achetaient eux-mêmes leur puce Intel ou les assembleurs, les fabricants. Euh, Intel n'aurait pas pu fabriquer un circuit intégré comme l'Apple M1. C'est juste, c'est pas qu'Intel n'aurait pas pu fabriquer un circuit intégré comme l'Apple M1, c'est aussi parce que nous n'aurions pas été prêts à payer le prix. Alors qu'on l'est beaucoup plus prêt à payer le prix dans les Mac. Parce que l'acheteur type de Mac, dans l'absolu, le processeur, il s'en fout. C'est pas ça qu'il achète quand il achète un Mac. Euh, Tous les youtubeurs qui ont flambé avec leur Mac Pro à 15 000 euros en sueur. C'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Moi, c'est pour ça que j'attends un petit peu, parce que pour l'instant, je trouve que la gamme M1, elle est spectaculaire, dans un certain sens, mais il n'y a pas que le processeur dans un ordinateur, et j'attends plutôt la puce M2. Là, on verra si on change certains Mac ici. Euh, Effectivement, tu as raison complètement, Christophe, même si on ne le cite pas dans l'article, mais le fait que Apple contrôle le software et le hardware a permis aussi cette bascule vers le M1, qui est une bascule assez... euh, il- Ça a été tenté, hein, le professeur, le processeur ARM ou ARM. On se souvient de la Surface, euh, mais justement, le software n'a pas suivi. Ça a été compliqué. Ils avaient un mauvais émulateur. Euh, c'est compliqué de faire un changement aussi radical d'architecture. Ah oui, les Hackintosh, c'est fini, hein. C'est fini les Hackintosh. Je vais même vous dire, et c'est ce qu'on commence à voir, euh, Apple reprend le contrôle sur ce que vous installez sur votre ordinateur. Apple referme quelque part la cage dorée qu'ils avaient ouvert un petit peu en prenant des processeurs Intel. Maintenant, ils vous laissent plus trop sortir. Ça sera plus difficile de faire certaines ruses. Nous n'avons toujours pas de retour sur la nécessité d'avoir 16 Go de RAM et les M2 risquent de multiplier aussi le prix. Oui, c'est clairement, mais tu vois, la nécessité d'avoir plus de RAM, bah, nous, en montage vidéo, plus il y a de RAM, plus on est content, hein. Plus il y a de RAM, moins ça rame. Le bonjour de Presse Citron. Eh ben, bonjour à vous, Presse Citron. Euh, Intel ne représente plus que 95% du marché et M1 super fort avec 6%. Oui, après, tu sais, les révolutions sont jamais des majorités. Puis, quelque part, on s'en fout. De toute façon, Apple, ça n'a jamais été son obsession de vendre des ordinateurs à tout le monde. L'obsession d'Apple, c'est de vendre des ordinateurs à forte marge à une clientèle et petit à petit de grandir cette clientèle. Mais Apple ne cherche pas à être le premier fabricant de smartphones au monde, ni le premier fabricant de PC, hein. Ah, bien évidemment, oui, l'utilisation, ça on est d'accord, l'utilisation de la RAM avec le M1 n'a rien à voir avec l'utilisation de la RAM sur Intel. Et globalement, on aura besoin de moins. Et on le sait très bien, chaque année, on vous dit dans les iPhones, il y a moins de RAM que dans les Android parce que la manière dont iOS fonctionne avec ses processeurs et tout ça demande beaucoup moins de RAM pour des performances équivalentes, voire supérieures à Android. Et tout ça est permis parce que Apple, finalement, ils ont une tâche simplifiée. Ils ont un OS à sortir pour un seul type de smartphone, et c'est eux qui le fabriquent. C'est facile quelque part ce que fait Apple. C'est beaucoup plus difficile ce que fait Android, ce que fait Intel, ce que fait Microsoft, de construire des OS, des puces
de faire voilà, des OS ou des puces qui vont s'adapter à beaucoup plus de machines différentes, en fait. C'est déjà le cas sur leur Surface Pro X, mais Microsoft ne vend pas de licence sous ARM. Ouais. On parle aujourd'hui d'avoir beaucoup besoin de RAM. Peut-être que demain, avec le M1, on aura quasiment plus besoin de beaucoup de RAM. Optimisation soft hard. Je demande à voir, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Moi, je sais que pour du Photoshop professionnel, du montage vidéo, plus on a de RAM, ben mieux c'est. Plus ça tourne vite, quoi. Nous, je sais plus combien on a je crois que le MacBook Pro 16, j'ai peut-être mis 32 Go de RAM dedans. Je sais plus. Oui, moi j'avoue que je trouve ça excitant, hein, les M1, mais je suis plus excité par la sortie du nouveau MacBook Pro 16 ou d'un nouveau iMac ou même d'un Mac Pro. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les puces type M1 dans un Mac Pro? Ça va être la folie furieuse. On va avoir des stations de travail avec des puissances dingues, quoi. Ça va être excitant. Ça va être excitant. Quelques spécialistes disaient qu'avec les nouveaux SSD super rapides, la quantité de RAM nécessaire devrait diminuer. C'est pas faux, en tout cas en montage vidéo. Nous, effectivement, l'évolution de la technologie des SSD a apporté des regains de vitesse de traitement des fichiers qui sont hyper importantes en travail sur les vidéos. Ouais. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de tests OBS sur les M1? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que Marion est dans la sauce. OBS ne fonctionne pas avec Big Sur, pour l'instant. En tout cas, mercredi, ça marchait pas, OBS. Donc, faites très attention si, comme moi, vous utilisez OBS régulièrement. Moi, pour l'instant, je suis même pas passé sur Big Sur. Hein, je veux pas. Hein. Et d'ailleurs, on a passé un des ordi d'ici sur Big Sur et on a des problèmes avec Final Cut Pro. Faut pas se presser. Et moi, je vous le dis, alors certains me disent, mais non, j'ai envie de me l'acheter quand même. Mais vas-y, achète-le. Moi, je te dis juste un truc, tu fais ce que tu veux avec. Je me rue pas sur les M1. Ils sont excitants, c'est chouette, je lis des articles, je regarde des tests, c'est cool. Je me rue pas dessus. Je sais que beaucoup disent, oui, mais c'est pas vraiment une première génération, ça marche, machin. Je fais peut-être mon vieux con, mais là, on est dans l'excitation des unboxings et des benchmarks. On entend certains dire, ouais, c'est cool, mais enfin, les logiciels que j'utilise, ça marche pas super bien, là, j'ai des problèmes. On verra. Euh, Big Sur est payant? Non, non. Big Sur n'est pas payant. Bien sûr que ça dépend de l'utilisation qu'on a. Moi, quand je vous dis que je suis pas excité parce que l'utilisation des Mac qu'on a, nous, à 99%, les Mac, on les utilise avec Final Cut Pro. Voilà. On fait du montage vidéo. Et le montage vidéo, c'est quelque chose, il faut un OS, il faut une plateforme informatique d'une stabilité d'un lac calme au petit matin, quoi. Le montage vidéo, c'est très gourmand et très sensible au bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc, on se presse pas généralement à changer nos machines. Oui, les mises à jour de macOS sont gratuites depuis Mountain Lion, effectivement. Non, justement, les benchmarks aujourd'hui sont impressionnants pour le M1 en monocore, on est d'accord. En multicore, pour l'instant, on va dire les vieux Mac ou Intel sont mieux en multicore. Et nous, par exemple, en montage vidéo, c'est le multicore qui nous importe. Hein. Euh, je comprends pas l'excitation autour d'Apple Silicon, surtout une opportunité pour Apple d'augmenter ses marges. L'action s'est d'ailleurs envolée. Oui,
Bah, après, c'est des ordinateurs, l'excitation, tu comprends pas l'excitation. C'est quand même des ordinateurs sexy, quoi. Qui consomment, qui ont des batteries qui durent 20 heures, qui sont puissants, qui pour certains modèles du coup n'ont même pas besoin de ventilateur. C'est une belle avancée dans les ordinateurs, c'est pour ça qu'ils sont excitants. Et c'est pour ça que l'action d'Apple s'envole, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais ça veut dire qu'ils font des produits qui plaisent et qui vont bien se vendre. Euh, Quand je vois les performances Mac, je me demande ce qu'Intel a fait pendant ces dernières années. Bah, on vient d'en parler. On est toujours dans l'article. On va peut-être passer parce que là, il est quand même 8h30. C'est pour ça que j'avais pas prévu trop d'articles ce matin parce que je savais qu'on allait passer du temps sur certains. On va parler, on va le traiter assez rapidement, mais vous vous souvenez du Battery Gate, là où on avait beaucoup accusé Apple d'obsolescence programmée. Moi, je vous l'avais dit, à cette époque-là, je trouvais que c'était un mauvais procès qu'on faisait à Apple, parce que je le dis, et traitez-moi d'Apple fanboy, je m'en contrefous, mais pour moi, Apple est une des marques qui fait le moins l'obsolescence programmée. Par contre, entendez-moi bien, Apple est une merde en termes de communication. Le problème du Battery Gate n'était pas qui faisait des batteries qui dévissaient juste pour que vous achetiez un nouvel iPhone. Le truc, c'est qu'ils ont informé personne qu'ils avaient mis un programme qui ralentissait votre OS pour justement épargner votre batterie le plus longtemps possible. Apple, il l'a fait, genre, t'occupes de rien, t'inquiète, je sais ce que je fais. Et les gens, du coup, ont dit, mais what the fuck? Pourquoi mon iPhone, il est de moins en moins rapide? Et du coup, bah, ça a fait un bad buzz. Ça a fait un bad buzz. Et les gens ont rapidement extrapolé que Apple bridait ses iPhones pour nous obliger à acheter un nouvel iPhone. Alors qu'au contraire, l'intention d'Apple était bridage des iPhones pour que la batterie dure plus longtemps. Et d'ailleurs, les procès qui sont toujours en cours hein, depuis 2017 contre Apple, finalement, étaient plus sur ce manque de transparence d'Apple que sur un problème avec les batteries. Tout ça avait obligé effectivement Apple à s'excuser sur son manque de transparence et à en mettre en place un programme à coût réduit de modification, de changement de batterie. On pensait que l'histoire était terminée, mais c'était oublier les latences de la justice qui fait que des affaires de 2007 sont jugées aujourd'hui et on apprend effectivement que Apple a lâché combien 113 millions de dollars aux États-Unis afin de mettre fin, donc c'est un arrangement, afin de mettre fin à des poursuites engagées par des coalitions d'États américains. Apple se serait aussi engagé à fournir des informations véridiques sur la gestion de l'alimentation qui provoque le bridage de certains iPhones sur le site web et sur des notes de mise à jour. Actuellement, Apple informe déjà les utilisateurs maintenant au sujet de ce bridage qui a eu lieu lorsque la batterie est endommagée. Il est de même possible de désactiver la fonction malgré les risques que ça peut avoir. C'est vrai que c'était ça aussi qu'on avait reproché à Apple, c'est qu'il nous avait installé un truc en toute opacité sans nous permettre de le désactiver si on avait envie de cramer notre batterie le plus vite possible. Parce que quelque part, ça peut être notre choix aussi. Tu te dis, ok, ma batterie, elle a perdu de la puissance, et c'est normal, toute batterie perd de la puissance. Mais j'ai pas envie de la brider. Laisse-moi mon maximum de puissance, j'irai changer ma batterie plus tard, ou je le revendrai avec une batterie défoncée, quoi. C'est le choix de l'utilisateur, quand même, ça. Les iPhone 6 avaient une batterie et un processeur tout pourri. C'est pas leur meilleure réussite, hein, je suis d'accord, l'iPhone 6. Merci beaucoup, On-Off Web, pour ton Prime. Qui j'ai pas remercié? Rosebud, merci aussi pour ton Prime. Clément73, merci pour ton Prime. Sotsedo, merci aussi pour ton Prime. Bouillou, on l'a déjà remercié, je crois. Voilà. Merci à vos subs et vos primes de ce matin.
Peut-être, mais ma femme l'a toujours. Cet iPhone 6 est toujours vaillant. Oui, oui, moi, c'est celui qu'a mon père aussi. Ça va. Mon père a eu des problèmes de batterie. Et ça, faites-y gaffe. Si mon père est un grand sportif et surtout, il fait beaucoup de montagnes. Et il a tellement infligé de changements de température assez violents à son iPhone que sa batterie s'est usée très très vite. Donc effectivement, hein, les batteries, aujourd'hui, la technologie des batteries font que c'est quand même super sensible au changement de température. Euh, il faisait de l'obsolescence, on n'aurait pas des produits Apple qui tournent aussi bien. Voilà, moi je veux bien entendre les gens qui disent ouais mais Apple ils font de l'obsolescence programmée. Trouvez-moi, voilà, j'ai pas les chiffres, mais c'est mon intuition, mais je me trompe peut-être s'il y a des chiffres. Combien il y a, bah, on va faire le sondage, on va faire le sondage. Euh, je vais le faire tout de suite. Euh, on va faire tout de suite un sondage. Hop. Alors, vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans d'ancienneté. C'est un iPhone ou c'est un Android. Ok. Je commence le sondage. Donc, je ne sais pas si j'ai bien posé la question à un institut de sondage. Je me dirais, mais non, c'est mal posé. Donc, si vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans, donc retrouvez votre facture, vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans. Ce que je demande, c'est est-ce que ce smartphone est un iPhone ou un Android? Donc, c'est une... voilà, le sondage, on va le laisser courir. C'est une info... très à prendre. Voilà, c'est dans un échantillon du chat de notre émission. Donc, c'est pas représentatif. Et cette Edge, les téléphones à clapet, tu mets où? Bah, tu peux mettre dans Android, ouais. S'il est sous Android. Donc pour l'instant, on a quand même 68% de ceux qui utilisent un smartphone qui a plus de 4 ans qui utilisent un iPhone. Et 32% pour les Android. Donc voilà, c'est l'iPhone sur ce petit sondage express. Tout ça pour dire, vous pouvez être anti-Apple, mais quand même après, regardez les chiffres. Sur le marché de la revente d'occasion, ça se revend encore très bien des iPhones qui ont 4, 5, voire 6 ans d'ancienneté. C'est beaucoup plus rare de trouver des Android qui ont cet âge-là. On est 666. Que l'un d'entre vous parte ou que quelqu'un rentre, on ne peut pas rester à 666. T'as un Windows Phone, oh là là, Das Judas 64, c'est violent là. C'est bon, on est passé à 673. On est sauvé. C'est parce que nos appareils Android, on les laisse pas dans la boîte, donc ils sont usés à la revente. Est-ce que tu crois que les iPhones, les gens qui achètent des iPhones les laissent dans la boîte? Quand tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, les iPhones sont très loin d'être les smartphones les plus utilisés au monde. Les parts de marché, je ne sais plus où on en est en 2020, mais Apple n'est pas majoritaire, loin de là. Et pourtant, c'est l'appareil photo le plus utilisé au monde. Les gens qui achètent des iPhones, au contraire, les utilisent beaucoup, beaucoup, leur smartphone. Et qu'au contraire, il y a une tranche de gens qui en ont rien à foutre des smartphones, qui achètent un Android, qui n'installent jamais une app supplémentaire, qui prennent très peu de photos, mais qui achètent un Android parce que c'est les moins chers des smartphones. Je viens de revendre mon iPhone 8 300 euros et j'ai payé 125 euros pour ton iPhone 12 mini. D'accord. Bonne. Sondage sur le pourcentage de personnes qui ont un Android. On le fera un autre jour. Quand un article, ça sera intéressant. Mais oui, c'est une bonne idée de sondage.
Euh, J'avais lu que 73% de part de marché pour Android. Oui, oui, c'est à peu près ça, hein. Le monde est Android, hein, et pas Apple, loin de là, hein. Euh, Fais attention, des fois, sur le long terme, c'est plus cher que de l'acheter plein pot. Bah, moi, c'est ce que je dis toujours quand vous faites les vierges effarouchés à dire ah, les iPhones, c'est trop cher. Oui, mais tu vas le revendre avec un Argus beaucoup plus haut. Donc, tout dépend quel type d'acheteur t'es. Mais si t'es un acheteur qui revend du matériel, et des calculs sont faits hein, aujourd'hui sur combien on paye par jour son iPhone, son smartphone. Aujourd'hui, Apple n'est pas un choix complètement connard d'un point de vue même financier. Si tu calcules le prix de revente que tu peux espérer de ton iPhone. Donc, le problème des iPhones avec leur prix assez haut, c'est que le ticket d'entrée est cher. Il faut pouvoir sortir cet argent. Mais après, c'est pas un choix complètement con, même pour les gens qui font très attention à leur argent et qui veulent dépenser pas trop d'argent. Voilà. Les iPhones sont fragiles? Je trouve pas. Personnellement, je trouve pas. Par rapport justement à des Android qui sont pas remis à jour. Alors maintenant, Samsung commence à faire des Android qui sont remis à jour plus souvent. Qu'est-ce que tu entends par fragilité? J'ai pas l'impression que les iPhones cassent plus facilement que les Android, hein. Alors bien sûr, après tu peux parler des Android blindés, les Android de chantier, quoi. Euh, Moi j'ai un iPhone SE2, c'est un super téléphone, je compte bien le garder plusieurs années, ouais. Ouais, non, je ne vais pas placer Rhinoshield gratuitement dans le propos. Allez, on continue. On continue, on continue. Je voulais pas passer de temps sur cet article, mais décidément, on traîne ce matin. Allez, rapidement sur le droit voisin, parce que c'est la conclusion d'un dossier dont on a déjà beaucoup parlé, mais Google a annoncé jeudi la signature d'accords avec un certain nombre d'éditeurs de la presse quotidienne et les magazines dont Le Monde, Le Courrier International, l'Obs, Le Figaro, Libération et l'Express dans le cadre des négociations des droits voisins. Pour rappel, les droits voisins prévoient une rémunération sur les contenus des éditeurs de presse, photos et vidéos notamment, utilisés par les plateformes en ligne. Outre ces premiers accords individuels, Google continue de négocier avec l'Alliance de la presse d'information générale sur un accord cadre des négociations qui devraient aboutir avant la fin de l'année. Cette avancée permet de rémunérer les éditeurs de presse en France au titre de la loi sur les droits voisins, dont des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, tels que la contribution de l'éditeur à l'information politique et générale, son volume quotidien de publication, son audience Internet mensuelle, ainsi que l'usage des contenus sur nos sites. C'est une bonne nouvelle, ils sont arrivés à une négociation, l'important c'est que tout le monde soit content. Donc on est content pour eux, et moi je suis content d'avoir traité l'article rapidement. On va terminer en parlant de Cédric O, qui, en ce moment, au Sénat, il y a beaucoup de discussions, effectivement, sur comment rendre Internet plus sûr, moins, notamment sur tout ce qui est les contenus haineux. On sait que c'est un gros problème, hein, les contenus haineux maintenant sur Internet. Et certains défendent beaucoup l'idée, je sais que certains d'ailleurs dans la chatroom défendent beaucoup l'idée que une des raisons du contenu haineux, c'est que les gens peuvent se cacher derrière des pseudos et sont anonymes sur Internet. Donc une des solutions pour limiter, voire supprimer le contenu haineux, c'est qu'on demande aux gens de s'identifier sur Internet, de présenter une carte d'identité, d'assumer leur vraie identité avant d'insulter qui que ce soit ou de balancer du contenu haineux. Ça paraît une solution logique, mais ce que Cédric O a fait hier en pleine séance du Sénat, et d'ailleurs on a la petite vidéo, c'est qu'il a montré qu'avec un simple VPN, il se loguait en Allemagne, et du coup, il contournait... Voilà, que c'était inapplicable de dire...
En France, on est obligé de déclarer son identité sur Internet, puisque aujourd'hui, effectivement, Internet ne peut pas se limiter aux frontières des pays. Internet est mondial. On peut aujourd'hui, avec un VPN, tout à fait dire que sa connexion n'a pas lieu en France, quoi. Mm. Donc, c'est intéressant. Ça n'apporte pas de solution, mais ça montre les limites, effectivement, du système. C'est bien, moi je trouve que c'est bien que les gens qui sont en politique, au pouvoir, réfléchissent. Le contenu haineux, il faut l'endiguer, il faut le limiter. Et moi le premier, quand j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'insulte, ou qui balance une vanne, ou qui s'en prend à moi, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu me dirais, mais même à la limite, ceux qui sont violents envers moi, bon, c'est une chose. Mais parfois, on me sort des trucs. Chaque fois, j'ai envie de répondre, mec, si tu étais en face de moi, à portée de mon bras, sans aucune menace, hein, mais si tu étais à portée de mon bras, est-ce que tu me dirais la même chose à ma face, quoi? C'est la question. Et c'est dans l'hygiène numérique, je vous recommande, avant de taper un commentaire où que ce soit, de vous poser cette question. Est-ce que j'oserais dire ça si la personne était en face? À portée de bras, sans aucune menace. Je ne prône pas la violence. Mais voilà, une petite baffe, ça peut partir très vite, quoi. Et même si vous vous croyez blanc comme neige, moi, parfois, il y a des choses que j'ai mises sur Twitter, notamment, même il n'y a pas si longtemps, eh ben, je ne me suis pas bien appliqué cette règle. J'ai peut-être dit des choses que j'aurais pas osé dire si la personne à qui je m'adressais ou que je critiquais ou dont je me moquais était en face de moi. Moi, perso, je te pète la gueule. Venez, hein, je vous attends. Hein. La haï mandale. La haï baffe. Oh Jérôme, je serais capable de te le dire en face que tu es un bon gars. Je t'attends. Pour légiférer sur le sujet, il faudrait des personnes du milieu du web. Merci beaucoup Jess pour ton abonnement, pour ton sub. Merci aussi On Off Web. Merci beaucoup. Généralement, la haine est engendrée par une divergence d'opinion plus qu'une haine viscérale envers la personne. Moi, ce que je constate juste, notamment dans les commentaires YouTube, certains d'entre vous, alors je ne sais pas s'il y en a dans la chatroom, me laissent des commentaires, on va dire, désagréables, souvent un peu râleurs. Voilà, c'est un peu en substance ce qu'ils écrivent. Et moi, alors je me retiens, de toute façon, j'ai une règle d'or, je ne réponds jamais à ce genre de truc le jour où je le lis. J'attends toujours de laisser passer une journée. J'essaye de toujours réagir à froid. Hein, voilà. Je le fais bien. Hein. Et généralement, donc, je leur réponds un peu plus poliment que si j'avais réagi à chaud. Mais alors derrière, mais à 99% derrière, ils sont... Oh mais Jérôme, je suis vraiment désolé que tu l'aies mal pris. Quand je disais connard, c'était amical. Vraiment, désolé, j'adore ce que tu fais et tout. Je voulais faire une critique positive en te traitant de connard. Vraiment, tu m'as mal compris. Je vous jure que c'est ça. La plupart, en fait, leur premier com, ils n'ont pas réfléchi, connard, c'est une offense, quoi. Mais vraiment, et Caribou est là pour vous le confirmer, c'est hallucinant comme les gens changent dès qu'on leur répond et qu'on leur dit écoute, connard, ça se discute, j'admets que j'ai fait peut-être, voilà, puis si ça te plaît pas,
tu peux aller voir ailleurs, c'est ta liberté. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Les gens, ah, mais non, mais il fallait pas mal le prendre. Alors voilà, la grande mode en ce moment, c'est de menacer de désabonnement. J'ai des gens, oui, voilà, en substance, c'est ce qu'ils écrivent, pas content. Je me désabonne. Ou si tu continues, je me désabonne. Ma réponse à froid, c'est toujours, écoute, non, c'est pas dans mes intentions de revenir sur ce que j'ai dit et c'est comme ça que ça se passe, mais merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Globalement, je leur dis bon vent. Ça me fait ni chaud ni froid que tu te désabonnes de ma chaîne. Hein. Ça va pas me changer d'opinion. Bien évidemment, si 80% des gens qui regardent ma vidéo disent j'ai un désabonnement massif, ça me fera réagir. Mais bon, voilà, les chaînes YouTube, on s'abonne, on se désabonne. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. Et généralement, à la suite de ce message, le mec me dit ah, mais non, mais tu l'as mal pris. Je voulais pas vraiment partir. C'était juste pour attirer ton attention. Je traduis en gros sa réponse. Mais il devient tout gentil derrière. Connard, c'est juste une ponctuation, tout à fait. Enculé, c'est affectueux de nos jours, tout à fait. Bref, sur ce, c'était la fin des articles et roulement de tambour. Je suis super en retard. Nous allons désigner le gagnant du jour puisque nous sommes vendredi. Qui a gagné un mois de Shadow PC aujourd'hui? Je vais vous le dire. Merde, j'ai pas la capture d'écran. Oh là là, je vais pas vous le dire. Pourquoi elle s'est pas foutue, ma capture d'écran? Ah, attendez. Je suis pas au bon endroit. Où est-ce qu'elle est, la capture d'écran? Voilà, nous avons le gagnant du jour. Et c'est Stéphane. Stéphane Gwenolé qui nous dit « Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour pouvoir faire du Lightroom et du Photoshop de façon plus poussée sur mon iPad Pro. » Eh bien, écoute, c'est une bonne raison, effectivement, de vouloir un Shadow PC. Alors, si vous aussi, vous voulez gagner, vous voyez comme quoi, hein, de supplier, s'il te plaît, parfois ça marche. Non, tu as été tiré au sort, Stéphane, d'une main pure et sans reproche. C'est le hasard du tirage au sort, mais bravo à toi. Et si vous aussi voulez une chance d'être tiré au sort le vendredi, eh bien, il vous suffit de composer un tweet comme l'a fait Stéphane, qui nous a dit « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug Nowtech ». C'est très important que vous mettiez les deux hashtags, sinon vous ne pourrez pas participer au tirage de sort parce que je ne vous aurais pas trouvé. C'est qui la main pure? C'est moi la main pure. Qu'est-ce que tu crois? Donc bravo à toi et c'est reparti pour une semaine où vous pouvez gagner un Shadow PC et nous on remercie Shadow de nous aider à faire cette émission et je vous propose qu'on passe à la tartine qui va être au beurre un peu salé, puisqu'on va parler de YouTube qui généralise la pub sur les vidéos et garde l'argent des petites chaînes méchants YouTube. On va te taper sur les doigts et c'est dans la tartine. On va parler effectivement d'une news, j'en ai parlé sur Twitter hier, un tweet qui a été pas mal relayé. Et là, c'est un article de Numérama, justement, qu'on prend, qui nous dit « YouTube va généraliser la publicité sur les vidéos et garder l'argent des petites chaînes ». Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, si vous avez vu mon tweet hier, j'ai quelques nuances à apporter à mon tweet. Le premier article que j'ai trouvé n'apportait pas une nuance qui est relativement importante. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir du changement sur YouTube à compter du 20 novembre, d'abord aux USA et ensuite dans le reste du monde pour 2021. Les conditions d'utilisation vont évoluer afin que l'entreprise s'autorise la possibilité de monétiser toutes les vidéos de sa communauté. La nouvelle mention stipule que, en signant cet accord, vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu sur le service
Et cette monétisation peut inclure l'affichage de publicité sur ou dans le contenu, ou encore la facturation d'un droit d'accès aux utilisateurs, YouTube Premium. Le présent contrat ne vous donne en aucun cas droit à un paiement. Attention, ne surréagissez pas tout de suite. Cela va concerner surtout les petites chaînes, mais pas que. En fait, vous ne le savez pas si vous n'avez pas une chaîne YouTube. Pour faire simple, il y a 2 statuts. Bon, il y en a 3 en fait, voire 4. Mais pour faire simple, il y a 2 statuts quand vous êtes un créateur de contenu sur YouTube. Vous êtes soit YPP, soit vous ne l'êtes pas. YPP, c'est le programme partenaire YouTube. Donc en gros, soit vous êtes partenaire, soit vous n'êtes pas partenaire. Pour devenir partenaire, en tout cas pour pouvoir postuler à devenir partenaire, parce que ce n'est pas accordé automatiquement, il faut faire la demande. Il faut avoir un nombre minimal d'abonnés, qui est de 1000 abonnés, et un minimum également d'heures de visionnage. Il faut que vous ayez 4000 heures sur la dernière année. Pas comme j'ai entendu sur Twitter des gens dire il faut 40 000 heures de vues par mois. Non. C'est 4000 heures sur la dernière année. Donc ça, c'est les conditions pour une petite chaîne pour pouvoir souscrire au programme partenaire YouTube. Le programme partenaire YouTube, c'est là où vous pouvez obtenir 55% des revenus publicitaires, des publicités qui sont passées devant vos vidéos. Le revenu sharing chez Google, c'est 45% pour Google, 55% pour vous. Mais tant que vous n'êtes pas partenaire, vous ne pouvez pas recevoir d'argent de la part de YouTube. Dans les faits, jusqu'ici, qu'est-ce qui se passait? Toute personne qui n'était pas partenaire n'avait jamais de publicité sur ces programmes. Ce que Google nous dit aujourd'hui, c'est qu'ils mettront de la publicité même sur ces programmes-là qui ne sont pas partenaires. Du coup, il n'y aura pas de revenus qui sera distribué aux petits créateurs. Mais il n'y a pas que les petits créateurs, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des chaînes beaucoup plus grosses qui ne sont jamais devenues partenaires, parce qu'elles ont un contenu polémique ou YouTube ne les a jamais signées dans le programme partenaire qui permet d'avoir du revenu sharing. Donc, vous pouvez dire, et c'est vrai, en fait, la lecture de cette news, elle est multiple. On peut dire, YouTube, Google, gros salaud, vous allez mettre de la publicité sur des vidéos et les pauvres petits créateurs de ces vidéos ne pourront pas toucher un copec. C'est méchant. Ça se tient. Du côté YouTube, je vais jouer un peu YouTube. Merde, j'aurais dû mettre ma casquette de YouTube. Ah ouais, j'aurais dû faire un truc avec une casquette de... Voilà. Là, je suis YouTube. Je vous dis, mon petit gars, tes vidéos là, qui font, où ils ont des petites chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, qui font moins de 4000 heures de vues par an. Ces petites vidéos, bah, il faut que je paye, moi, YouTube, pour les diffuser. Elles me coûtent de l'argent. Je les héberge, je paye la bande passante nécessaire à leur diffusion. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je dois accepter de perdre de l'argent sur ces vidéos-là. Ce que j'ai fait autrefois, mais j'ai plus envie de le faire, de perdre de l'argent. Alors, ça amène à une troisième lecture. On pourrait dire, oui, YouTube s'est beaucoup reposé sur ce programme pour attirer des créateurs, et maintenant, ils font le tri. Les petits créateurs, ils en ont plus besoin, les petites chaînes, ils en ont plus besoin. YouTube n'est plus du tout dans une politique de recrutement de créateurs, ils en ont trop. Aujourd'hui, c'est un chiffre que je vous avais montré dans la vidéo que j'avais fait, YouTube n'est pas gratuit. Je vous conseille vraiment, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais dans ces 2 vidéos, il y a 2 vidéos que j'ai faites qui s'appellent YouTube n'est pas gratuit. Je vous invite à aller les voir. Il y avait une première vidéo et il y a eu une deuxième vidéo 4 jours après, parce que j'ai eu des chiffres plus frais après. J'ai parlé de ça dans ces vidéos. C'est pas que je suis un visionnaire, mais
J'avais bien compris le problème qui allait se poser. Et même dans la deuxième vidéo, je dis en substance, il n'est pas impossible qu'un jour YouTube prenne la décision de se débarrasser des petites chaînes. Pourquoi? Parce que les petites chaînes représentent une immense majorité de contenu. Les petites chaînes, il y a beaucoup plus de petites chaînes sur YouTube que de grosses chaînes rentables. Et c'est dans des proportions hallucinantes. Je crois que c'était un truc comme 95% du contenu sur YouTube à moins de 10 000 abonnés. Mais même, c'est plus violent que ça, quoi. En gros, YouTube est surtout constitué de toutes petites chaînes avec 3-4 vidéos qui font 3 vues par vues par mois. Et ça, c'est une énorme masse en coût d'hébergement, en coût de diffusion, et qui ne rapportait en tout cas jusqu'ici à YouTube rien du tout. Parce que YouTube ne mettait pas de pub devant. Donc comprenez le problème d'un point de vue économique. YouTube a ce problème. Mais c'est pas qu'un problème économique. Aujourd'hui, on sait que YouTube est pas mal dans la sauce, puisque c'est des algorithmes qui regardent les vidéos et qui font de la modération. Et que ce soit Logan Paul et les pendus au Japon ou d'autres vidéos, beaucoup de vidéos passent à travers les mailles du filet et on reproche à YouTube que son contenu n'est pas assez modéré. Ça vient aussi parce que YouTube doit gérer énormément de contenu. Je ne sais plus combien d'heures sont chaque seconde. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un nombre d'heures hallucinant qui est uploadé sur YouTube. Et dans ce contenu qui est uploadé toutes les secondes sur YouTube, il y a beaucoup de trucs qui vont être vus 1 ou 2 fois, 10 fois. YouTube, en gros, aujourd'hui, est surtout constitué de toutes petites chaînes. Et pour eux, c'est un coût énorme. Je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo YouTube n'est pas gratuit, où je vous parle notamment du truc qu'on oublie toujours sur YouTube, c'est que YouTube coûte très très cher. La diffusion de toutes ces vidéos coûte extrêmement cher. YouTube n'est devenu rentable qu'en 2015. Vous vous rendez compte? Rentable, c'est-à-dire de rentrer autant d'argent qu'ils en dépensaient. Et aujourd'hui, YouTube n'est absolument pas une machine à cash. Parce que YouTube coûte très cher. Et ce qu'on peut y voir, effectivement, et là, allons jusqu'au bout de l'analyse. Aujourd'hui, YouTube, probablement parce qu'il y a la pression de l'actionnariat Alphabet qui dit, il y en a marre quand même que YouTube dépense autant d'argent pour un contenu qui n'est quasiment jamais regardé. C'est-à-dire les toutes petites chaînes qui ont 10 vues sur leurs vidéos. Mais toutes cumulées, elles représentent une masse énorme de dépenses. Et donc, ce que fait YouTube en prenant cette décision, c'est d'abord de se garder le droit de mettre de la pub sur du contenu qui est très peu regardé, pour au moins essayer d'amortir les frais de diffusion de ce contenu. Mais effectivement, et soyons honnêtes jusqu'au bout, YouTube veut faire disparaître les toutes petites chaînes de YouTube. YouTube est en situation hégémonique aujourd'hui, n'a pas besoin qu'il y ait plus de créateurs de contenu qu'il n'y en a. En tout cas, ils n'ont pas besoin de gens qui viennent juste poser des vidéos sur YouTube sans jamais espérer ni vouloir devenir une chaîne qui commence à dégager un petit peu d'argent. Voilà. Ils devraient mettre des pubs sur des chaînes quasiment inactives. Mais c'est ça, en fait. Hein. Je vais te dire honnêtement, Flonflon Musique, soyons après honnêtes 5 minutes. Ayons de l'honnêteté intellectuelle. Si tu sors 2 vidéos par semaine, tu vas pas... Et que ton contenu plaît, hein, je te dis pas de sortir 2 vidéos caca toutes les semaines. Mais si tu sors 2 vidéos par semaine, ça veut dire que tu te donnes vraiment pour ta chaîne. Tu vas pas rester en dessous des 1000 abonnés pendant longtemps. Hein. Peut-être que la première année va être dure, mais... Mais, Karina, justement, les 10 vues monétisées, YouTube va pas amortir les frais. Mais si, parce que
Si on part, et je crois que c'est 95 ou 97% du contenu YouTube et du contenu qui est très peu regardé, des toutes petites chaînes. Donc en accumulant, en pouvant mettre de la pub devant toutes ces petites chaînes qui font peut-être 10 vues, YouTube va pouvoir dégager de l'argent. Attention, alors on me dit what the cut. Je vous parle du YouTube d'aujourd'hui aussi. Je parle pas du YouTube je sais plus quand il avait commencé, Antoine Daniel, what the cut. C'était 2010 ou quelque chose comme ça. Les choses ont bien changé en 10 ans. Une chaîne de 1000 abonnés en 2010, c'était pas une grosse chaîne, mais c'est donc la disparition de ces petites chaînes. Oui, et je le dis, et je pense, alors je vais être cynique jusqu'au bout, YouTube doit faire ça. Aujourd'hui, c'est un coût énorme pour lui, ces petites chaînes, et quelque part, ne leur sert à rien. Je suis complètement cynique. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, il y a des pépites dans ces petits créateurs. Mais aujourd'hui, ce que YouTube veut des petits créateurs, c'est que les gens qui se mettent et qui démarrent sur YouTube soient motivés pour que leur chaîne dépasse les 1000 abonnés et les 4000 vues par an. 4000 vues par an, c'est pas beaucoup. Hein. Donc c'est là où il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas complètement en vouloir à YouTube. Ce qu'on peut leur vouloir, c'est de le faire un petit peu brutalement. Mais on peut pas... C'est une société, YouTube. C'est pas une œuvre caritative ou un hébergement gratuit pour les beaux yeux de la princesse. YouTube est un business. Ils ne veulent plus des chaînes qui se contentent de faire moins de 4000 vues par an. Voilà. Ils ne veulent plus de ces chaînes-là. Mais attention, ne mélangez pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus avoir de petites chaînes sur YouTube. Mais les petites chaînes, soit elles acceptent effectivement, je toucherai jamais d'argent et voilà. Elles peuvent rester. YouTube ne les chasse pas. Mais YouTube maintenant te pousse effectivement à faire grimper ta chaîne. En fait, YouTube veut sortir de l'hébergement gratuit. Il y a des gens, et des gens que je connais, et des entreprises qui se servent de YouTube un peu pour héberger leur contenu parce que c'est gratos. En plus, c'est cool, il n'y a pas de pub dessus. Donc, c'est tout bénef, quelque part. C'est là où je vous demande je ne veux pas défendre YouTube plus que ça, parce que j'ai des reproches notamment sur la méthode. Mais moi, je peux les comprendre. Dans le sens où ce qu'ils font n'est pas hyper grave, là. Ils disent juste, bon, tout ce contenu, faut qu'on mette des pubs dessus, parce qu'en gros, on le diffuse à vide. Donc, il faut nous donner le droit de mettre des pubs dessus. Maintenant, nous, on ne peut pas vous donner d'argent tant que vous n'êtes pas programme partenaire. Et ça, vous vous dites, oui, mais ils ont qu'à donner le programme partenaire à tout le monde. Ah non, 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 non. Le programme partenaire est là pour une bonne raison. C'est un filtre anti-chaîne toxique quand même. N'importe qui pourrait ouvrir une chaîne avec n'importe quel type de contenu et mettre n'importe quoi sur YouTube et tout de suite gagner de l'argent, ça serait très dangereux. Te faire grimper ta chaîne, mais comment tu grimpes dans ces conditions? Je vois pas, alors juste qu'on m'explique, en quoi ça empêcherait les chaînes de grimper plus qu'aujourd'hui, en fait. Je crois que là, vous vous trompez de problème. La qualité plus que la quantité. Oui, mais il y a un moment... Enfin, après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Si vous faites une chaîne YouTube et que vous avez moins de 4000 vues par an, il y a un problème. Après, je sais, vous allez me dire, oui, mais j'ai le droit. J'ai envie de faire des vidéos, je m'en fous que les gens regardent. Ce que vous dit juste YouTube, c'est que, ok, vous le faites, mais pas chez nous. Voilà. C'est tout ce que dit YouTube, en fait.
Que nous dit Karina? Quand on voit certaines chaînes à succès, c'est pas toujours un bon filtre. Je suis d'accord aussi, Karina, c'est clair. Non, non, mais je. Après, moi, je vais vous dire, j'ai trouvé déjà des pépites, des chaînes pépites qui avaient moins de 1000 abonnés. Eh ben, ces chaînes ne restent pas longtemps à moins de 1000 abonnés. Je veux dire, la pépite inconnue qui, depuis 4 ans, est restée à moins de 1000 abonnés et que personne ne connaît, mais c'est de l'or. Trouvez-moi des exemples. Je veux bien, mais donnez-moi des exemples. Il y a 2 critères pour devenir YouTube partenaire. Il faut plus de 1000 abonnés, il faut plus de 4000 heures vues par an. Vous pouvez toujours faire votre chaîne, hein, de toute façon. C'est juste qu'il y aura des pubs dessus. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette permission de YouTube à tout le monde de faire une chaîne qui n'aurait pas de pub devant et sans exigence, c'est le YouTube de 2005, quand YouTube voulait pousser les gens à faire des vidéos pour trouver les pépites et pousser les chaînes. Aujourd'hui, c'est clair qu'ils n'ont plus besoin de recruter des nouvelles chaînes. Mais rien ne vous empêche de faire une chaîne dans ces conditions, hein. Il n'y a pas une interdiction d'avoir une chaîne de moins de 1000 abonnés. Là, vous déportez le débat, hein. Pourquoi ils ne proposent pas un abonnement de 5 balles pour hoster leurs vidéos? Ils auraient pu faire ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait payé pour héberger les vidéos. Mais non, c'est une erreur de ta part, Eloane. Il n'y a pas de pub actuellement devant les vidéos de chaînes. Attention, c'est pas une question de peu de vues. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de pub devant les vidéos de chaînes qui ne sont pas YouTube partenaires. Alors, voilà, c'est l'erreur que j'ai fait hier. Tu fais bien de poser la question, Fabrice. L'erreur que j'ai fait hier, j'ai cru que la règle s'appliquait, et là, ça aurait été plus grave. J'ai cru que la règle s'appliquait aussi aux grosses chaînes qui décidaient de ne pas monétiser leur contenu. Ce que j'avais compris hier, et à tort, c'est que la règle s'appliquait aussi si un créateur décochait la case « Je ne veux pas de publicité devant mon contenu », que YouTube s'arrogeait le droit de quand même mettre de la publicité. Après, que le mec veuille pas son argent, c'est son problème. Mais nous, YouTube, ça va nous coûter cher de te diffuser, mec. Donc, on met de la pub devant. A priori, on a eu la confirmation, et je remercie Sylvain Lepoutre, qui a posé la question directement à YouTube France. A priori, c'est faux. Un créateur qui est partenaire de YouTube peut tout à fait décider de ne pas monétiser ces vidéos, de décocher la case « Je veux des publicités devant mes vidéos ». Il a toujours le droit de le faire et YouTube ne va pas mettre de la publicité si tu as décoché la case. Cela étant dit, et c'est un débat d'ailleurs entre Sylvain et moi, je pense que vu comme les choses évoluent, de décocher la case de monétisation, je ne suis pas certain que YouTube mette beaucoup ton contenu en avant s'il n'y a pas de publicité devant. Pourquoi? Toujours sur le même raisonnement. Diffuser du contenu coûte de l'argent à YouTube. Mettez-vous ça dans le crâne, hein. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. Diffuser une vidéo coûte de l'argent à YouTube. Chaque fois qu'une vidéo est vue, YouTube dépense de l'argent. Si YouTube se met à mettre en avant du contenu sur lequel il n'y a pas de publicité, c'est à perte pour YouTube. Donc, je ne vois pas vraiment l'algo YouTube. Alors, YouTube dit que ça ne conditionne pas l'algo. Je ne suis pas sûr. Voilà.
T'es sûr pas Marc Brunley? Moi, je l'avais entendu dire qu'il mettait pas de pub quand il avait un sponsor. C'est ce qu'on fait d'ailleurs nous. Mais s'il a pas de sponsor, il met de la pub, hein, je crois, hein. Mettre davantage de pubs sur les grosses chaînes où le public est plus important et donc la publicité plus rentable. Bah ça, ils l'ont déjà fait. On en a déjà parlé. C'est le fameux truc que maintenant, il suffit d'avoir une vidéo longue de 8 minutes pour pouvoir mettre des mid-rolls. Donc, YouTube l'a déjà fait, hein, ça, d'augmenter la publicité. Combien coûte YouTube Premium pour pas avoir de pub? C'est dans les 10-12 euros. T'as YouTube Musique plus pas de pub. Ça, c'est un truc que j'ai dit dans mon tweet hier. C'est vrai que je trouve ça vraiment dommage que YouTube, par exemple, on n'ait pas profité pour sortir une offre de YouTube Premium à 5 euros sans YouTube Musique. Juste pour ne pas avoir de pub. Parce que la plupart des gens, en plus, je l'ai bien vu sur Twitter et après je me suis dit, Jérôme, t'aurais dû te relire. La plupart des gens, comme ils sont comme ça, tout de suite c'était, oh mais il y en a marre des pubs. En fait, là, ce dont on a parlé ce matin, ça vous regarde pas, quelque part, les viewers. Ça va pas changer votre expérience de YouTube. C'est plutôt les créateurs que ça concerne. Quid des entreprises qui postent sur YouTube leurs vidéos pour les inclure dans leur site? Ils feront peut-être une option d'hébergement payant. Peut-être. Et justement, Cardinal de Richelieu, tu fais bien de parler de ça, parce que c'est aussi un truc. Il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de cet hébergement gratuit de YouTube pour mettre leur publicité sur YouTube, les héberger sur leur propre site. Vas-y Simone, quoi. Et c'est cool, je paye rien, il n'y a pas de pub devant. Si maintenant, il risque d'y avoir des pubs devant leurs vidéos, ils vont être un peu moins prompts à utiliser le côté gratuit de YouTube pour héberger leurs vidéos. Non, YouTube Music, c'est pas gratuit. On parle pas du même YouTube Music, en fait. Bientôt, il faudra payer partout sur Internet avec des abonnements pour tout et n'importe quoi. Ben oui, mais Briou, tu payes déjà Internet. Sauf que tu payes avec ton data. Moi, je trouve ça bien qu'on ait le choix. Et moi, j'aimerais qu'il y ait ça pour tous les services. Je suis très content que YouTube me permette d'enlever les pubs si je paye. Et puis, si j'ai pas envie de payer, ben j'ai des pubs. Et il y a un moment, faut accepter. Je sais, tout le monde va me ressortir son adblock. Je sais, vous êtes des petits malins, vous utilisez adblock. C'est bien. Je vous dis, vous êtes des petits malins, sauf si vous payez votre adblock. Parce que là, vous donnez de l'argent à des gens chelous qui se font de l'argent sur le contenu des autres. Donc vous entretenez un système qui est toxique. On va pas partir sur les adblocks, ça va partir dans les graviers. Mais voilà, vous connaissez mon opinion sur les adblocks. Méfiez-vous d'où... À qui profite le crime, entre guillemets. Euh, le risque, c'est de payer deux fois, une fois en data, une fois en abonnement. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que j'attends maintenant de Google, c'est des conditions claires qui me disent, Jérôme, tu payes YouTube Premium, on s'engage à ne pas utiliser ton data de visionneur YouTube pour nourrir nos algos de vente d'espace publicitaire. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre des pubs dans des vidéos courtes, genre moins de 5 minutes? Bah déjà, ils ont diminué à 8 minutes. Mais oui, d'une manière générale, oui, Internet devient payant. Et c'est tant mieux parce qu'il l'a toujours été. Simplement, on vous a menti. Internet n'a jamais été gratuit, en fait. Et juste parce que je vois que j'en ai lancé sur les adblocks, demandez-vous juste comment les mecs qui font des adblocks gagnent de l'argent. Je vous demande juste de vous poser cette question. Juste ça. Je vous demande pas d'arrêter votre adblock ou quoi que ce soit, mais posez-vous des questions et informez-vous sur comment l'adblock que vous utilisez gagne de l'argent. C'est tout ce que je vous demande.
Oui, moi j'utilise YouTube Premium depuis longtemps et j'en suis ravi. Vu que je suis un gros consommateur de YouTube, j'ai aucun problème. En plus, j'utilise YouTube Music comme système pour écouter de la musique. Donc moi, je suis ravi de YouTube Premium, hein, personnellement. Open source, ça veut pas dire qu'ils font pas de l'argent, hein, Frishti. Brave, tu en penses quoi? On sort un peu du sujet là, Akito. Bon, écoutez, il est 9h20. Si on veut faire des facs, on va devoir passer aux facs. Mais je trouve que le sujet, ça coûte cher YouTube Premium. Moi, c'est pour ça que je dis que j'aimerais vraiment que YouTube sorte un YouTube Premium, aller à 3, 5 € par mois, sans YouTube Music. Parce que la plupart des gens n'ont rien à foutre de YouTube Music. Euh, payer, 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 on peut pas continuer comme ça. Bah, arrête Internet. Les choses sont pas gratuites. Les choses peuvent pas être gratuites. C'est impossible, le monde ne marche pas comme ça. Désolé hein, si j'en choque certains, mais à partir du moment où il y a des gens qui travaillent et ils passent du temps à faire des choses dont vous profitez, ça peut pas être gratuit. Après, t'es pas obligé de payer. Personne ne t'oblige à regarder des vidéos. Voilà. Bien évidemment que les serveurs et la bande passante, Internet a toujours coûté extrêmement cher à fabriquer. Le contenu coûte cher à fabriquer, la bande passante coûte cher et les serveurs coûtent cher. Ça a un coût. Simplement, ce coût était amorti par la collecte de données et la revente d'espaces publicitaires. Vous ne pouvez pas avoir des trucs sans pub et gratuits. Il y a un moment, ça ne marche pas. Économiquement, c'est pas tenable. On est obligé d'arriver à des réalités comme ça, vraiment, boum. Tu construis pas sur du bénévolat. Tu peux faire des assos, et c'est très bien le bénévolat, mais tu peux pas construire sur du bénévolat. Parce qu'un bénévole, tu ne peux pas avoir... Tu peux pas... Un bénévole, si un jour il décide de faire autre chose, tu peux pas lui dire, tu restes bosser, quoi. Tu le payes pas. Toi, tu acceptes de bosser gratuitement? Tu veux faire toute ta vie que du bénévolat? Tant mieux, hein, si tu es rentier et que tu peux le faire. Mais la plupart des gens normaux, bah, ils ont un loyer à payer, ils ont de la bouffe à mettre sur la table, ils ont une vie financière à avoir. Donc ils ne peuvent pas faire du bénévolat. On ne peut pas travailler bénévolement 100% du temps. Enfin, le revenu universel, oui. Revenu universel, il va bien falloir qu'il y ait de la production à un moment aussi, hein. Euh, Mais c'est un mensonge qu'on vous fait depuis 30 ans de l'Internet gratuit. C'est un mensonge. Mais non, le peer-to-peer, c'est pas gratuit. Putain, mais vous croyez qu'ils font pas d'argent, les gens qui font du peer-to-peer? Réfléchissez toujours. On m'offre un service. Comment ils font de l'argent? Il existe, mais allez, on va dire peut-être 0,1%. Il y a des services sur Internet qui sont complètement bénévoles, qui ne gagnent pas de l'argent. Oui, je sais, ça existe. Mais putain, il n'y en a pas beaucoup. Sérieux, il n'y en a pas beaucoup. Chaque fois qu'on me sort cet argument, j'ai envie de dire, mais montre-moi combien statistiquement il y a de services sur Internet qui sont complètement gratuits, qui sont faits par des gens qui ne se font pas payer. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc à partir de là, demandez-vous toujours comment les gens font de l'argent. Et le piratage informatique a brassé énormément d'argent. Énormément. Le porno n'est pas gratuit. Ça leur rapporte de l'argent, toutes les bannières dégueulasses que vous voyez dessus. Sortez de la naïveté, quoi. Mais l'open source ne veut pas dire gratuit. Ne serait-ce que d'ailleurs, l'appel à contribution montre bien qu'il y a besoin d'argent dans le système.
L'open source est libre, mais pas gratuit, tout à fait. Là aussi, vous confondez les termes, quoi. T'es pas des bénévoles, Jérôme? Non, je suis pas bénévole. Je fais ça pour la thune, ce qui est certainement la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Bon, allez, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on fait un... Je pense que... Ouais, allez, on lance quand même le cornfac. Je vais prendre 2-3 questions, puis il va falloir qu'on arrête. Allez, je lance le cornfac. Je suis quand même assez... Je suis désolé hein, de vous le dire, je vais être brutal, mais... À chaque fois qu'on a ce type de débat que j'adore, hein, mais certains d'entre vous, vous êtes quand même super naïfs. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes très jeune et que vous vivez avec l'argent de vos parents qui vous hébergent, qui vous nourrissent, etc. Après, alors, que des gens soient anticapitalistes, c'est une vraie idée et je la respecte. Et à ce moment-là, tu vas jusqu'au bout de tes idées. Tu veux un monde où le prix est le même pour tout le monde et que tout le monde gagne le même salaire, etc. Ok, il y a des idées anticapitalistes qui existent et elles ont le droit, elles ont le mérite d'exister. Il y a des expériences politiques qui ont été faites dans le monde d'économie planifiée, non basée effectivement sur l'acquisition de richesses personnelles. Les résultats ont été jusqu'ici plus ou moins heureux, ça dépend. Quel moniteur a moins de 500 euros pour la PS5? Je ne saurais pas te répondre, mais peut-être que quelqu'un peut te dire dans le chat s'il y a un moniteur bien pour la PS5. Star Trek, un monde sans argent. Oui, mais ils sont chiants, Star Trek. Ils disent que l'argent a disparu, mais ils disent pas comment. Et si tu regardes avec attention les épisodes, la notion de valeur n'a pas complètement disparu. Par contre, très intéressant, si vous êtes des amateurs de Star Trek, regardez Deep Space Nine, notamment une civilisation qui s'appelle les Ferengi, qui est une espèce de civilisation où le capital est devenu carrément une religion et qui n'est basée justement que sur le gain et que sur l'acquisition. Super intéressant. Faudrait faire des soirées débats, non? C'est une idée. Bah, tu me trouves des soirées où je suis libre. Est-il possible d'utiliser l'Apple Pencil de l'iPad Pro sur Shadow? Oui, mais ça va faire que du pointage. Tu vas pas, par exemple, avoir la détection du trait, de l'appui ou de la gomme sur Shadow. Ça sera juste un dispositif de pointage. Si, ils disent comment, mais c'est que la fédération, c'est que ça a disparu, la plupart des autres civilisations ont encore des valeurs. Ouais, ils vont un peu vite en explication sur la disparition de l'argent. Hein. Si tu crées une offre d'hébergement sans pub et gratuit, il faudra payer la bande passante des serveurs, passer du temps pour maintenir le tout. Bah oui, oui. Oui, oui, non, non, c'est pas parce que vous payez pas que c'est gratuit. Hein. C'est pas parce que vous payez pas directement quelque chose que c'est gratuit. Euh, Simplement des services comme Google, bah, ils font de beaucoup, beaucoup d'argent grâce à vous, sans vous demander de l'argent. Vous croyez que Fortnite ne rapporte pas d'argent? Et pourtant, vous n'avez pas à payer pour jouer. Et aujourd'hui, c'est le jeu vidéo le plus profitable au monde. Posez-vous toutes ces questions, comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce que j'ai un abonnement presse en ligne? Non, mais je suis à 2 doigts de m'abonner au Courrier International. Bonjour Jérôme, sortiras-tu d'autres vidéos? Comment se lancer sur YouTube? Oui, quand j'aurai le temps, oui.
Est-ce qu'une vidéo photo iPhone 12 est prévue? Oui, mais je prends mon temps. Si ARM veut dire Advanced Risk Machine, est-ce qu'on ne devrait pas prononcer ARM? Non, les abréviations. Les abréviations, parfois on les prononce. Enfin, c'est pas une règle absolue de devoir séparer quand on fait une abréviation. En fait, c'est un peu bizarre ta question. Est-il possible d'utiliser... ça, non, j'ai déjà répondu. Attendez, je vais vers des questions du bas. À la base, mais avec une boutique d'objets très profitable. Si vous êtes un abonné Canal, vous avez le droit à caféine pour la presse, d'accord. Ah oui, il y a l'abonnement caféine, ouais. La meilleure alternative à Shadow, selon toi, je crois qu'il y a une boîte américaine qui fait un truc qui ressemble un peu à Shadow. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a quelques-uns. Mais bon, je les ai en sponsor. Je vais peut-être pas vous jeter dans les bras de la concurrence. Allez, il faut que j'y aille. Il est 9h31. Allez, je prends une dernière question. Est-ce que les chats vont dominer dans l'avenir dans un monde proche? Mais mon Dieu, que vous êtes naïf, mon cher Val Sharp. Les chats dominent déjà le monde. Mais, pour vous reprendre une analogie, qui a le pouvoir? Est-ce le roi Arthur ou est-ce Merlin? Eh bien, je dirais la même chose avec les chats. Qui a le pouvoir? Nous, les hommes? Ou est-ce que c'est les chats qui nous manipulent? Posez-vous ces questions. Bon, sur ces déconnades, on arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi matin, 8h pour un mug. Je serai là lundi, mardi et donc aussi vendredi prochain. Ce week-end, il y aura probablement un peu de gaming. Il faut que je voie le planning. Peut-être ce soir. Ah oui, il y a Nicolas qui me proposait du Star Citizen ce soir. Je vais voir, peut-être qu'on fera ça. Peut-être, je garantis rien. On verra. On verra si je suis pas trop claqué ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. On se retrouve lundi. Ciao tout le monde.